Je m'appelle Courtney. J'ai 28 ans. Mon père a dépensé 15 000 $ pour que mon mari divorce de moi. Il a dit froidement, « Tu dois tomber pour pouvoir changer. » Puis, j'ai entendu ma mère dire, « Il faut lui donner une leçon pour qu'elle apprenne à nous respecter. » J'ai raccroché et j'ai passé un autre appel. 5 minutes plus tard, ma mère est devenue blême. Mon père a hurlé, « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Le moment où ils ont réalisé qui j'avais appelé, tout a commencé un mardi soir. Mon mari a jeté une pile de photos sur la table de notre salle à manger. Elles avaient été prises par derrière, montrant une femme qui serrait intimement dans ses bras un homme inconnu. Elle portait exactement mon manteau d'hiver et avait exactement la même coiffure que moi. Il ne m'a pas laissé parler, ni même posé une seule question. Il a rugi de colère, a fourré des vêtements dans une valise, a claqué un papier de divorce signé sur le comptoir, et est sorti par la porte. Paniquée, j'ai appelé mes parents pour trouver du réconfort. Ma mère a répondu, mais mon père a rapidement pris le téléphone. Sans me demander si j'allais bien, ils m'ont dit de faire mes valises et d'emménager dans leur sous-sol. Stupéfaite, j'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Ce fut leur erreur. Pensant que j'avais raccroché, ils ont continué à parler. À travers le haut-parleur, j'ai entendu leurs paroles froides et calculées. Ils avaient orchestré tout ce cauchemar pour me briser, me prendre mon indépendance, et me forcer à revenir sous leur contrôle financier. Avant de vous dire exactement qui j'ai appelé, et pourquoi mes parents ont paniqué si vite, dites-moi quelle heure il est, où vous êtes, d'où vous regardez, et quel temps il fait. Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui ? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'écran du téléphone est devenu noir après que j'ai raccroché avec ma mère. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement regardé en silence le papier de divorce signé qui reposait sur l'îlot de la cuisine. J'ai poussé le document de côté et j'ai attrapé la pile de photographies que mon mari avait jetée. J'ai emporté les photos dans mon bureau à domicile et j'ai allumé la lampe de bureau à haute intensité. Je les ai étalées sur la surface en verre. La colère a remplacé le choc initial. Je me suis penchée de près, examinant chaque centimètre du papier glacé. La mise en scène était soignée, mais elle n'était pas parfaite. La femme sur les photos portait exactement mon manteau d'hiver et coiffait ses cheveux comme les miens. Cependant, sa carrure était entièrement différente. Ses épaules étaient visiblement plus larges que les miennes, et sa posture était rigide. Mon mari avait été trop consumé par une rage soudaine pour remarquer ces divergences physiques élémentaires. J'ai déplacé mon attention sur l'homme qui tenait l'usurpatrice. Son visage était détourné de l'objectif, caché par l'angle et les ombres. Mais en scrutant la troisième photographie, j'ai repéré une erreur cruciale. La manche de sa veste était légèrement relevée, exposant son poignet gauche. Là, à peine visible sous la lumière du lampadaire sur la photo, se trouvait un tatouage délavé d'une panthère. Je ne connaissais personne avec un tel tatouage. J'ai rassemblé les photographies, les ai glissées dans une chemise cartonnée, et j'ai attrapé mes clés de voiture. J'ai conduit directement vers le quartier commercial du centre-ville. Les rues étaient vides. Le silence à l'intérieur de mon véhicule contrastait vivement avec le chaos calculé que mes parents venaient de déchaîner sur ma vie. Il était plus de minuit, mais je savais que les lumières seraient encore allumées au cabinet. Je suis entrée dans le bureau de mon avocate et détective privée, Marie. C'était une ancienne auditrice d'entreprise qui s'était reconvertie dans le droit privé. Elle n'a pas offert de sympathie vaine, ni demandé comment je me sentais. Elle opérait strictement sur la base des faits, des preuves, et des moyens de pression. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Il est parti, ai-je dit, en laissant tomber le dossier sur son bureau. Mes parents ont tout manigancé. Marie a ouvert la chemise et a étalé les photos. Elle n'a pas réagi à la nature scandaleuse des images. Elle a simplement rapproché un scanner à plat haute résolution et a commencé à numériser chaque tirage physique. Une fois les images apparues sur ces grands écrans doubles, elle a appliqué un logiciel de rendu pour améliorer le contraste et affiner les bords pixelisés. Elle a pointé l'écran avec un stylo. La source de lumière est artificielle, placée spécifiquement pour jeter des ombres sur les visages. C'est un travail rémunéré.
J'ai montré du doigt l'image agrandie du poignet de l'homme. Regarde le bras gauche. Marie a zoomé sur le tatouage de panthère délavé. Elle a recadré la zone spécifique, a isolé le motif de l'encre, et a passé l'image dans une base de données des forces de l'ordre local et un registre privé auquel elle avait accès. Pendant que l'algorithme de recherche traitait les données, elle a analysé les vêtements. La veste qu'il porte est une marque de vêtements de travail distinctive, généralement vendue dans les magasins de fourniture d'uniformes du secteur industriel, a déclaré Marie. Ce n'est pas un amant au hasard. C'est un acteur engagé. La base de données a sonné. Une correspondance est apparue à l'écran. Le profil appartenait à un homme nommé Craig. Il avait un historique documenté de petites fraudes, d'escroqueries à l'assurance, et de mise en scène d'accidents dans le district sud. Ce n'était pas un criminel sophistiqué. C'était un arnaqueur local qui acceptait de l'argent pour des sales boulots. Marie a imprimé l'adresse enregistrée de Craig, son numéro de plaque d'immatriculation, et ses alias connus. Puis, elle a ouvert un document juridique vierge sur son second moniteur. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur le clavier. Elle ne rédigeait pas une simple lettre de mise en demeure. Elle préparait une brutale poursuite civile. « Qu'est-ce que tu écris ?» ai-je demandé, en regardant le jargon juridique remplir la page. Un projet de plainte pour diffamation grave, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et interférence délictuelle dans un mariage, a répondu Marie sans quitter l'écran des yeux. Nous allons exiger des centaines de milliers de dollars de dommages et intérêts. C'est un escroc de bas étage. Il n'a pas l'argent pour combattre une action en justice de niveau corpo, et il ne veut pas non plus de l'exposition judiciaire. Elle a imprimé l'épaisse pile de menaces légales et l'a placée dans une mallette rigide. Le document était conçu pour être une arme d'intimidation. Nous avions le nom de la cible, son emplacement, et le piège juridique parfait pour le briser. Tôt le lendemain matin, j'ai garé ma voiture devant l'immeuble délabré de Craig, aux côtés de Marie. Le quartier était calme. Nous avons monté 2 volets d'escalier en métal pour atteindre son appartement. J'ai frappé fort sur la porte défraîchie. 1 minute s'est écoulée avant que nous entendions des pas. La porte s'est ouverte en grinçant, révélant Craig. Il avait l'air à moitié endormi, portant un t-shirt taché et un pantalon de jogging. Quand il nous a vus, ses yeux ont filé à gauche et à droite. Il a immédiatement essayé de refermer la porte. Marie avait anticipé son geste. Elle a fermement planté sa botte contre le cadre de la porte, empêchant le panneau de se fermer. « Qui êtes-vous » a exigé Craig, sa voix sur la défensive. « Éloignez-vous de ma porte avant que j'appelle la police. » Marie n'a pas scié. Elle a plongé la main dans sa mallette et en a sorti l'épaisse pile de documents juridiques qu'elle avait préparés la veille. Elle a plaqué le projet de plainte civile directement sur sa poitrine. Instinctivement, il a attrapé les papiers pour les empêcher de tomber. « Allez-y, appelez-les » a dit Marie calmement. « Pendant que nous attendons, vous pouvez lire la plainte que je dépose contre vous aujourd'hui. Nous vous poursuivons pour diffamation grave, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et interférence délictuelle dans un mariage. Les dommages financiers s'élèvent à plus de 300 000 $. Craig a baissé les yeux sur les documents. Sa bravade s'est évanouie dès qu'il a lu le langage juridique formel et les normes demandes financières. Il savait qu'il n'avait aucune ressource pour combattre une avocate spécialisée. Ses mains ont commencé à trembler. « Je n'ai pas ce genre d'argent » a-t-il marmonné, en reculant. « J'ai juste fait ce pourquoi on m'a engagé. » Marie a poussé la porte pour l'ouvrir complètement et est entrée. Je l'ai suivie. Le salon était encombré de cartons vides et de déchets. « Asseyez-vous » a ordonné Marie. Craig s'est effondré sur un canapé bon marché. « Si vous voulez éviter une citation à comparaître et un procès qui drainera chaque centime que vous possédez, vous allez tout nous dire, tout de suite. » Craig a hoché la tête rapidement. Il a sorti son téléphone de sa poche. « Je n'étais qu'un acteur pour ce travail » a-t-il balbutié. Un couple de riches plus âgés m'a contacté. Ils m'ont offert 15 000 $ pour mettre une veste spécifique, me tenir à un endroit précis, et faire semblant de serrer dans mes bras une femme qui lui ressemblait.
Il a pointé un doigt tremblant vers moi. La femme qui m'a engagé a en fait acheté les vêtements. Elle a apporté le manteau d'hiver et m'a dit exactement comment tenir le leur pour que la caméra ne voie pas son visage. Ma poitrine s'est serrée. Ma mère était personnellement allée faire les magasins pour la tenue, juste pour détruire ma vie. Prouvez-le, a exigé Marie. Craig a déverrouillé son téléphone avec empressement. Je peux vous montrer le paiement. Je ne suis pas le cerveau de l'opération. Il a ouvert son application bancaire mobile et a fait défiler son historique de transactions récentes. Il a cliqué sur un dépôt et a brandi l'écran pour que nous le voyions. La date de la transaction correspondait parfaitement à la chronologie des photos mises en scène. Marie s'est approchée pour inspecter le reçu numérique. J'ai regardé par-dessus son épaule. Le montant du virement était d'exactement 15 000 $. Mais quand j'ai regardé la ligne de l'expéditeur, mon cœur s'est arrêté. L'argent ne venait pas du compte courant personnel de mes parents. Il ne venait pas de leur épargne privée. Le nom de l'expéditeur indiquait clairement « Fonds de maintenance des équipements, réseau de salles de sport centrales ». J'ai fixé ces mots. Ce fonds avait été créé strictement pour entretenir les équipements de gym dans tous les établissements. Mes parents ne m'avaient pas seulement trahi en tant que famille. Ils avaient commis un détournement de fonds d'entreprise. Ils avaient utilisé le budget opérationnel de l'entreprise familiale pour financer une vendetta privée contre moi. Ils avaient déguisé le paiement d'un faux stratagème en une dépense professionnelle légitime. Marie a immédiatement reconnu le poids juridique de cette découverte. Elle s'est tournée vers Craig avec des ordres stricts. Vous allez exporter le relevé bancaire officiel de cette transaction en tant que fichier numérique, maintenant, a-t-elle commandé. Ensuite, vous ouvrirez vos messages textes. Vous transférez chaque message, chaque note vocale, et chaque localisation envoyée par mon père à mon téléphone. Craig n'a pas hésité. Il a tapoté son écran à plusieurs reprises, envoyant les fichiers directement au numéro sécurisé de Marie. Enfin, Marie a sorti un formulaire de déclaration sous serment vierge de sa mallette. Elle a forcé Craig à écrire sa confession complète et à la signer sous peine de parjure. Il a rendu le papier, l'air complètement défait. Nous avions tout ce dont nous avions besoin pour détruire leur plan entier. 3 heures après avoir quitté l'immeuble, j'étais assise dans ma voiture et j'ai ouvert mes contacts. J'ai fait défiler les noms de ma mère et de mon père. Inutile de les appeler pour discuter ou exiger une explication. Ils ne feraient que mentir, déformer la vérité, ou essayer de me manipuler pour que je pense que j'avais mal compris la situation. J'ai complètement ignoré leur numéro et j'ai appuyé sur le contact de mon grand-père, Vincent. Il était le fondateur strict et le président du conseil d'administration en exercice du réseau de salles de sport centrales. Il détenait l'autorité suprême sur la fiducie familiale et les comptes de l'entreprise, détenant le pouvoir d'embaucher ou de renvoyer n'importe qui à sa guise. Il ne tolérait pas l'inefficacité opérationnelle, et il méprisait absolument la malhonnêteté financière. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'il ne réponde. Je n'ai pas perdu son temps avec des politesses ou des larmes sur mon mariage ruiné. J'ai gardé mes émotions entièrement hors de ma voix. J'ai traité l'appel comme un briefing d'affaires formel. Grand-père, ai-je dit clairement, je vous appelle pour signaler un détournement direct d'actifs de l'entreprise au niveau opérationnel. Il est resté silencieux une seconde. Son ton a immédiatement basculé vers un registre professionnel. Expliquez. Une somme de 15 000 $ a été retirée sans autorisation du fonds de maintenance des équipements. J'ai déclaré que la transaction a été traitée manuellement par mon père. Cependant, l'argent n'a pas été utilisé pour réparer des tapis de course ou moderniser les sections de poids libres. Il a été transféré directement à un individu avec un casier judiciaire pour financer un stratagème privé. Le décaissement a été faussement enregistré comme des honoraires de conseil en études de marché. Vincent a exigé des preuves. Je les avais prêtes. Tout en étant encore en ligne, j'ai ouvert mon application de messagerie, joint le relevé bancaire numérique exporté par l'acteur engagé, la déclaration sous serment signée, et les captures d'écran des directives par SMS. J'ai cliqué sur Envoyer. Vérifiez votre boîte de réception privée, ai-je instruit.
J'ai entendu le clic d'une souris d'ordinateur de son côté. Un lourd silence s'est étiré sur la ligne pendant qu'il ouvrait les pièces jointes et lisait les documents. Quand il a finalement reparlé, sa voix était dangereusement calme. Ce fonds existe pour maintenir les installations opérationnelles, pas pour servir de caisse noire personnelle, a dit Vincent. La trahison de ses principes commerciaux l'emportait sur toute indulgence familiale. Il n'a pas demandé à parler à mon père d'abord. Il n'a pas suggéré de réunion de famille pour discuter de l'écart. Il a agi avec une autorité d'entreprise immédiate. J'appelle la succursale bancaire principale tout de suite, a déclaré Vincent. Je gèle tous les comptes discrétionnaires. Le droit de signature de votre père est suspendu dans chaque établissement, à compter de cette minute. Personne ne touche au capital de l'entreprise. Il a raccroché pour exécuter l'ordre. J'ai placé mon téléphone dans le porte-gobelet et j'ai regardé l'horloge numérique sur le tableau de bord. La machine d'entreprise était en mouvement. Mon père avait passé des années à se construire une image publique de directeur commercial autonome et prospère, mais il n'était finalement qu'un employé de la fiducie familiale. En coupant l'argent, Vincent coupait la source de pouvoir de mon père. Je ne me sentais pas coupable. Je suis simplement restée assise là, respirant l'air calme de ma voiture, en attendant l'impact inévitable. Je savais comment fonctionnait le système de notification bancaire. Au moment où une carte d'entreprise était refusée ou un profil verrouillé, une alerte automatisée serait envoyée sur l'appareil mobile du titulaire principal de la carte. Exactement 5 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. L'écran a affiché un appel entrant de mon père. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre et de le mettre sur haut-parleur. Il n'a pas dit bonjour. Il hurlait dans une panique absolue. « Que as-tu fait » a crié mon père. Sa voix résonnait dans le petit espace de mon véhicule. Je viens d'essayer de payer un fournisseur et ma carte d'entreprise a été refusée. La banque dit que mon accès de direction est verrouillé. As-tu appelé quelqu'un? As-tu parlé à ton grand-père? Dis-moi ce que tu as fait, tout de suite. Je n'ai pas élevé la voix pour correspondre à son hystérie. J'ai simplement regardé le fichier numérique sur l'écran de mon tableau de bord. Code de transaction 8427, ai-je répondu d'un ton glacial. 15 000 $ transférés du fonds de maintenance des équipements à un acteur engagé. Je sais exactement ce que vous avez acheté. Les cris se sont arrêtés instantanément. La prise de conscience l'a frappé. Un silence de mort a rempli la ligne alors qu'il réalisait que tout son stratagème était exposé. La dynamique du pouvoir avait officiellement changé. J'ai mis fin à l'appel. Le vendredi soir de cette même semaine, les appels manqués de mon père ont commencé à apparaître continuellement sur l'écran de mon téléphone. Je n'ai répondu à aucun. Réalisant que j'ignorais les appels, ma mère a changé de tactique et a commencé à envoyer une avalanche de messages textes. Elle jouait parfaitement la victime. Elle a tapé de longs paragraphes désespérés, affirmant que la famille ne voulait que le meilleur pour mon avenir. Elle a écrit que mon mari Wesley n'avait jamais été digne de mon temps ou de ma loyauté, et qu'il voulait simplement me ramener dans un environnement suréaimant. Selon sa logique tordue, détruire mon mariage était un acte nécessaire de protection parentale. J'ai lu les messages entrant avec un détachement absolu. Je n'ai pas tapé une seule réponse. J'ai simplement balayé les notifications et placé mon appareil face contre le comptoir froid de la cuisine. Leur manipulation émotionnelle n'avait plus aucun pouvoir sur ma vie quotidienne. Pendant que ma mère tentait de manipuler mes sentiments à distance, une purge d'entreprise brutale se déroulait activement au siège du réseau de salles de sport centrales. Suivant les ordres stricts de mon grand-père, une équipe d'audit indépendante d'élite est arrivée au bâtiment exécutif principal. Ils ont immédiatement sécurisé le périmètre de la suite de la direction régionale et ont verrouillé de façon permanente les bureaux administratifs appartenant à mes parents. Les auditeurs ont révoqué tous les accès aux serveurs locaux, confisqué les disques durs de l'entreprise, et saisi tous les classeurs métalliques lourds. Ils ont commencé un examen granulaire implacable des registres opérationnels. Ils ont scruté chaque bon de commande pour les nouveaux tapis de course et stations de musculation. Ils ont extrait les dossiers physiques pour chaque reçu de réparation de sol, chaque facture de plomberie,
et chaque contrat de maintenance d'installation généré au cours des 5 dernières années. Ils ont méticuleusement recoupé les montants facturés avec la valeur marchande réelle des services fournis par les vendeurs. L'enquête s'est déroulée rapidement, silencieusement, et impitoyablement à travers la piste papier. Attendre les conclusions officielles de l'entreprise m'a donné le temps de traiter mon propre passé. Je me suis assise seule dans mon salon et je me suis souvenue de la vraie raison pour laquelle je m'étais mariée si tôt dans ma vie. J'avais désespérément voulu échapper à la maison étouffante de ma famille. Pendant des années, j'ai fonctionné comme une employée non rémunérée et un filet de sécurité financier fiable pour mes parents. Ils se plaignaient constamment des faibles marges bénéficiaires, de la hausse des frais généraux, et des temps économiques difficiles pour l'industrie du fitness. Ils utilisaient ce stress financier fabriqué pour me forcer à faire gratuitement la conception graphique, le branding promotionnel, et la maintenance du site web pour tous les emplacements de gym. De plus, ils m'ont agressivement poussé à leur donner de grandes portions de mon salaire indépendant pour couvrir leurs prétendues dettes personnelles et dépenses domestiques. Ils m'ont conditionné à croire que l'entreprise familiale était toujours au bord de l'effondrement total, et que j'étais personnellement responsable de maintenir l'opération à flot. La vérité indéniable a finalement fait surface lorsque Marie m'a appelé tard ce soir-là. En tant que ma représentante légale, elle avait maintenu un contact direct avec le conseil juridique de l'entreprise qui gérait l'enquête interne. Elle n'a pas offert de salutations polies quand j'ai répondu au téléphone. Elle a livré les résultats préliminaires de l'audit sans détour, lisant directement le résumé juridique. Les centres de fitness sont très rentables, a déclaré clairement Marie au téléphone. Ils génèrent des revenus massifs et constants depuis des années. Je suis restée silencieuse pendant qu'elle décomposait systématiquement les chiffres. Les 15 000 $ utilisés pour engager l'acteur n'étaient qu'une goutte microscopique dans un océan massif de fraude. Les auditeurs ont découvert une opération de détournement de fonds systématique, exécutée avec un calcul précis. Mes parents avaient délibérément fabriqué des contrats de location de propriété dans plusieurs salles de sport et avaient fortement gonflé les factures de maintenance de routine. Ils acheminaient les fonds excédentaires de l'entreprise vers des comptes écrans cachés, déguisés en paiement de fournisseurs. Au cours des 5 dernières années, ils avaient illégalement empoché des centaines de milliers de dollars en espèces intraçables. Ils ont volé le capital de l'entreprise pour financer leur propre style de vie somptueux, achetant des véhicules de luxe, finançant des vacances coûteuses, et dînant dans des restaurants exclusifs, tout en me regardant dans les yeux et en prétendant que l'entreprise luttait pour survivre. Ils ont instrumentalisé mon sens du devoir familial pour drainer mes revenus personnels, tout en volant simultanément la fiducie familiale. Les preuves étaient absolues, et le piège de l'entreprise était entièrement refermé sur eux. Le week-end s'est passé dans un silence tendu jusqu'au lundi matin, lorsque mon frère Hunter est apparu de manière inattendue à ma porte d'entrée. Il n'a pas sonné. Il a martelé ses poings contre le lourd panneau de bois jusqu'à ce que je le déverrouille enfin. J'ai brièvement pensé que ma mère et mon père l'avaient envoyé pour s'excuser ou offrir une fausse sympathie concernant mon divorce imminent. J'avais complètement tort. Hunter m'a bousculé avec force, entrant directement dans mon couloir principal. Son visage était rouge de colère. Il a sorti une élégante carte de crédit d'entreprise de son portefeuille et l'a jetée agressivement sur la table console. Il a exigé de savoir exactement pourquoi son compte secondaire, lié directement au fond du réseau de salles de sport, était soudainement gelé. La banque avait rejeté le paiement mensuel automatique de sa nouvelle voiture de sport coûteuse. Il m'a entièrement blâmé pour ce désagrément financier. Complètement indifférente à l'audit d'entreprise sévère qui démantelait actuellement l'opération frauduleuse de nos parents, j'ai fermé calmement la porte d'entrée. J'ai regardé la carte en plastique, puis je l'ai regardée. Je n'ai absolument rien expliqué sur l'enquête d'entreprise en cours. J'ai simplement déclaré que les comptes de l'entreprise n'étaient plus un fonds personnel pour ses achats de luxe. Hunter a complètement perdu son sang-froid. Il a toujours manqué de maîtrise de soi de base lorsqu'on lui refusait l'accès à l'argent. Il s'est mis à crier, à lancer des insultes vicieuses, et à me traiter de traîtresse égoïste à la famille. Il a prétendu que je réagissais de manière excessive à une intervention familiale mineure, juste parce que mon mariage touchait à sa fin. J'ai gardé une expression parfaitement impassible.
Je lui ai demandé quel genre d'intervention nécessitait de payer un étranger 15 000 $ pour ruiner un mariage. Dans sa rage aveugle, Hunter a décidé d'utiliser la vérité comme une arme pour m'humilier. Il a crié que je méritais d'être mise à terre. Il a fièrement révélé que mes parents avaient complètement terminé la rénovation du sous-sol poussiéreux de leur maison le mois dernier. Ils avaient vidé les vieilles boîtes de rangement, installé un lit bon marché, et avaient simplement attendu. Ils attendaient que mon mari Wesley me jette à la rue. Ils me voulaient entièrement démunie, désorientée, et assez désespérée pour emménager dans ce sous-sol sombre, sous leur contrôle absolu. Mon sang s'est glacé, mais je n'ai pas réagi physiquement. Je me suis dirigée nonchalamment vers le comptoir de la cuisine où reposait mon téléphone. J'ai subtilement balayé l'écran et appuyé sur l'application d'enregistrement vocal. Elle a commencé à capturer l'audio en silence. Je me suis retournée pour lui faire face, adoptant intentionnellement une posture défaite et brisée. J'avais besoin qu'il continue de parler. J'avais besoin que les détails financiers exacts de leur plan malveillant soient dits à voix haute. Alors j'emménage dans le sous-sol, ai-je dit, en gardant ma voix basse et instable pour simuler la soumission. Et puis, est-ce que j'y vivrai gratuitement? Hunter a ri bruyamment. Il a mordu à l'hameçon sans une seconde d'hésitation. Il s'est approché, sa voix résonnant clairement dans la pièce silencieuse. Il m'a dit que rien n'était gratuit. Il a détaillé exactement comment mes parents prévoyaient de me faire payer un loyer élevé pour l'espace du sous-sol. De plus, ils avaient déjà calculé exactement quelle part de mon salaire de graphiste indépendante serait détournée vers son compte bancaire personnel. Ils avaient l'intention d'imposer une déduction massive de mes revenus mensuels pour couvrir les mensualités de sa voiture de sport, son assurance véhicule premium, et ses allocations de style de vie quotidienne. Ils avaient conçu une prison financière permanente pour moi. Mon propre frère se tenait dans ma maison, se vantant fièrement de sa part désignée des bénéfices extorqués. Je l'ai laissé terminer tout son discours. Je l'ai laissé énumérer chaque droit financier qu'il s'attendait à extraire de mon dur labeur. Quand il a finalement manqué de souffle, je me suis penchée et j'ai tapé sur l'écran de mon téléphone. L'enregistrement s'est arrêté immédiatement. Le fichier audio s'est sauvegardé automatiquement sur mon stockage cloud sécurisé. J'ai ramassé l'appareil et l'ai regardé droit dans les yeux. La fausse soumission a instantanément disparu de ma posture. J'ai montré la porte d'entrée et lui ai fermement ordonné de sortir de ma maison. Il m'a regardé, visiblement confus par le changement soudain de mon comportement, mais il n'a pas essayé de discuter. Il a arraché sa carte de crédit inutile de la table et est sorti, claquant la porte derrière lui. J'ai baissé les yeux sur le fichier numérique nouvellement enregistré sur mon écran. Je détenais enfin la preuve indéniable de leur préméditation. À exactement 9 h du matin le mercredi, j'ai poussé les portes doubles de la salle du conseil principal du réseau de salles de sport. La climatisation était forte, rendant la pièce anormalement froide. Mon grand-père, Vincent, était assis dans le fauteuil en cuir central, à la tête de l'immense table de conférence. Les principaux avocats internes étaient assis à sa gauche. L'équipe d'audit indépendante était assise à sa droite. Mes parents étaient assis, isolés, à l'autre bout de la longue table. Leurs visages étaient pâles et complètement figés. Hunter se tenait nerveusement dans un coin derrière eux, se balançant d'un pied sur l'autre et évitant le contact visuel avec tout le monde. Vincent n'a pas perdu de temps en remarques liminaires. Il a frappé la table avec son stylo et a exigé une explication complète pour les comptes bloqués. Mon père s'est lentement levé. Ses mains tremblaient violemment alors qu'il ouvrait un dossier mince et mal assemblé. Il a tenté d'utiliser une voix autoritaire, mais la peur était évidente. Il a montré un morceau de papier et a affirmé que les 15 000 $ étaient une dépense d'entreprise standard. Il a menti directement au conseil, déclarant qu'il avait engagé un consultant en marketing externe pour le développement de la marque. Il a soutenu que l'argent avait été utilisé pour des tactiques de guérilla marketing agressive afin d'attirer de nouveaux membres dans les centres de fitness. Il a désespérément essayé de présenter le retrait illégal comme une décision commerciale légitime qui bénéficierait à la fiducie familiale. Je suis passé devant sa chaise et me suis avancé jusqu'au centre de la table. Je n'ai pas crié.
J'ai simplement ouvert ma mallette et j'en ai sorti la déclaration sous serment. J'ai placé la déclaration signée par Craig directement sur le bois poli, devant Vincent. Il n'y avait pas de consultant en marketing, ai-je déclaré clairement pour que tout le conseil entende. Cet argent a payé un fraudeur local pour mettre une veste spécifique, se tenir devant une caméra, et mettre en scène une fausse rencontre romantique pour détruire mon mariage. Vincent a ramassé le document. Il a lu la confession sous serment, sa mâchoire se crispant de plus en plus à chaque phrase. Mon père a cessé de parler. Il a fixé le morceau de papier, réalisant que son dossier marketing fabriqué était désormais entièrement inutile. Avant que quiconque puisse interrompre, j'ai sorti mon téléphone portable de ma poche. J'ai connecté l'appareil au haut-parleur central de la salle du conseil. J'ai appuyé sur le bouton de lecture. Le fichier audio de ma confrontation avec Hunter a commencé à jouer à plein volume. La voix arrogante de Hunter a rempli la salle d'entreprise silencieuse. L'enregistrement le capturait clairement en train de se vanter de la rénovation du sous-sol. Il le capturait expliquant comment mes parents avaient orchestré les fausses photographies pour s'assurer que mon mari me mettrait à la porte de notre maison. L'audio détaillait leur stratégie financière exacte. La voix enregistrée de Hunter expliquait fièrement comment il prévoyait de me forcer à réemménager, de me faire payer un loyer élevé, et de saisir mon salaire indépendant pour payer sa nouvelle voiture de sport. J'ai appuyé sur stop. Le silence qui a suivi était lourd et absolu. Hunter s'est recroquevillé contre le mur, l'air terrifié. Il venait de fournir au conseil la dernière pièce à conviction contre ses propres parents. Mon père s'est effondré dans sa chaise, laissant tomber ses faux documents sur le sol. Ma mère s'est couvert le visage de ses mains et a commencé à sangloter doucement. Vincent n'a pas prêté attention à leurs larmes. Il a regardé le chef du comité d'audit. L'auditeur principal s'est levé, ouvrant un épais classeur financier. Il a ignoré le drame familial et s'est concentré strictement sur le vol d'entreprise. Les 15 000 $ ne sont que le début, a annoncé l'auditeur. Il a fait passer les résumés financiers imprimés le long de la table pour que les directeurs exécutifs les examinent. Nous avons trouvé des écarts massifs dans les registres d'entretien des propriétés. Ils ont falsifié des factures pour des réparations de tapis de course qui n'ont jamais eu lieu. Ils ont créé de faux comptes de fournisseurs pour des services de nettoyage d'installation. Au cours des 5 dernières années, ils ont systématiquement détourné un total de 500 000 $ des comptes de l'entreprise. Le conseil juridique s'est penché en avant et a confirmé la gravité juridique de la fraude. La fureur de Vincent a finalement éclaté. Il a frappé la table du poing, faisant trembler les verres d'eau. Il a déclaré qu'aucun lien de sang n'excuserait le vol de l'entreprise. Vincent a court-circuité toute discussion supplémentaire et a appelé à un vote immédiat du conseil. La décision des directeurs a été rapide et complètement unanime. Vincent a tiré vers lui une pile de documents des ressources humaines préparés. Il a pris son stylo et a signé les papiers de licenciement officiels, là, à la table. Il a renvoyé mes parents de tous les postes de direction à travers tout le réseau. Il les a privés de leur salaire, a annulé leur assurance maladie d'entreprise, et a révoqué leur accès au bâtiment. Finalement, il a ordonné à l'équipe juridique de préparer les poursuites civiles nécessaires pour assurer un recouvrement financier total. La réunion était terminée. 2 semaines après cette réunion décisive, les sévères procédures légales se sont officiellement abattues sur ma famille. Il n'y eut pas de sauvetage miraculeux pour mes parents. Mon grand-père Vincent n'a offert absolument aucune indulgence. Il leur a donné un seul ultimatum non négociable, rembourser immédiatement le capital de l'entreprise volée, ou faire face à des poursuites pénales pour vol qualifié. Pour éviter de passer des années dans une prison d'État, ma mère et mon père ont été contraints d'hypothéquer légalement la grande maison de banlieue dans laquelle ils vivaient. Ils se sont assis dans un bureau juridique froid et ont cédé la valeur nette de leur maison à la fiducie familiale pour couvrir l'énorme dette de détournement de fonds. Leur style de vie luxueux s'est évaporé du jour au lendemain. Hunter a également fait face à des conséquences réelles immédiates, car sa carte d'entreprise secondaire a été désactivée de façon permanente. Il a manqué le paiement de financement de sa coûteuse voiture de sport. La banque prêteuse n'a pas hésité.
Ils ont dépêché une équipe de recouvrement et ont saisi le véhicule directement dans son allée, pendant qu'il regardait. Dépouillé de ses allocations non méritées et du financement parental, Hunter a été contraint de se rendre à pied dans un fast-food local. Il a dû soumettre une candidature pour un emploi au salaire minimum, juste pour couvrir ses dépenses quotidiennes de base. Les conséquences se sont étendues bien au-delà de mes parents de sang direct. Le lundi suivant, mon mari Wesley est entré de manière inattendue dans mon bureau privé de conception graphique. Il portait un énorme bouquet de fleurs coûteuses. Il avait manifestement engagé son propre détective privé après que le scandale du réseau de salles de sport soit devenu une nouvelle locale. Découvrant enfin la vérité objective sur l'acteur engagé et les photographies mises en scène. Wesley a laissé tomber les fleurs sur le sol, est tombé à genoux au milieu de mon bureau, et s'est mis à pleurer bruyamment. Il a supplié pour mon pardon absolu. Il a affirmé avec frénésie qu'il n'était qu'une victime innocente de la manipulation malveillante de mes parents. Il a juré qu'il m'aimait toujours et a insisté sur le fait que nous devions reconstruire notre mariage brisé. Je suis restée assise tranquillement derrière mon bureau et je l'ai regardé. Je ne ressentais absolument aucune pitié, aucune colère, et aucune affection persistante. J'ai regardé l'homme qui pleurait sur mon sol et n'y ai vu que de la faiblesse. Je lui ai dit qu'un homme qui manque de la confiance élémentaire pour poser une seule question à sa femme avant de jeter un papier de divorce sur une table de cuisine n'est pas un homme sur qui je peux compter. Il a choisi la rage aveugle plutôt que la communication. Il n'a pas remarqué les divergences physiques évidentes sur ses fausses photographies, car il voulait une excuse pour exploser. J'ai ouvert le tiroir supérieur de mon bureau, j'ai sorti le même document de divorce qu'il m'avait jeté des semaines auparavant, et je l'ai placé fermement devant lui. J'avais déjà signé mon nom sur la ligne du défendeur à l'encre noire. Je lui ai dit de ramasser ses papiers, de quitter mon bureau immédiatement, et d'adresser toute communication future à Marie. 2 jours plus tard, ma mère a envoyé un long et pathétique email à mon adresse professionnelle. Elle se plaignait de leur nouvelle mensualité d'hypothèque écrasante et de l'humiliation d'avoir perdu leur statut d'entreprise. Elle m'a supplié de lui envoyer de l'argent pour couvrir leurs frais de logement mensuels, tentant d'invoquer la loyauté familiale une dernière fois. Je n'ai pas tapé une longue explication. J'ai cliqué sur le bouton de réponse et j'ai tapé une seule phrase. Toutes les dettes sont réglées. J'ai cliqué sur envoyer. Immédiatement après, j'ai bloqué de façon permanente son adresse email de mon serveur. J'ai pris mon téléphone et j'ai procédé au blocage des numéros de téléphone de mon père, de ma mère, et de Hunter. Je les ai supprimés de toutes les plateformes de médias sociaux et j'ai restreint mes profils publics. J'ai rompu tous les liens numériques et physiques qui me reliaient à eux. J'ai passé des années à croire que la loyauté familiale exigeait un sacrifice sans fin, même lorsque ce sacrifice détruisait activement mon propre bien-être. Mes parents ont instrumentalisé mon sens du devoir pour construire une prison financière autour de moi. Ils croyaient que les liens du sang leur donnaient le droit permanent de bafouer mon respect de moi-même. Ils avaient complètement tort. Se protéger des parents toxiques n'est pas un acte de trahison. C'est un acte de survie élémentaire. On ne peut pas guérir dans l'environnement même qui nous détruit continuellement. S'éloigner des personnes qui partagent votre ADN est un choix incroyablement difficile, mais parfois, fixer une limite absolue est la seule façon de sauver sa propre vie.